Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on plonge au cœur de la toute première ligne de défense de notre organisme, l'immunité innée. C'est un mécanisme absolument fascinant, une véritable armée intérieure qui veille sur nous en permanence. L'objectif, c'est de décortiquer tout ce processus pour que ce chapitre n'ait plus aucun secret. Allez, pour commencer, on va partir d'une situation que tout le monde a déjà vécue. Une simple écharde dans le doigt. Bon, ça pique un peu, ça devient rouge, ça gonfle, mais si on pouvait regarder au niveau microscopique, on verrait qu'une véritable bataille est en train de s'engager. C'est le point de départ de notre enquête biologique. Et voilà notre problématique scientifique. Derrière cette petite histoire d'écharde se cache une question fondamentale du programme de première. Comment notre corps, face à une invasion de microbes par exemple, parvient à se défendre et à maintenir son intégrité? C'est ce qu'on va explorer ensemble. Tout commence par une alerte. Forcément, avant de combattre, il faut savoir qu'on est attaqué. Le système immunitaire doit donc, en premier lieu, détecter la présence d'un intrus. Mais comment il fait pour reconnaître un ennemi qu'il n'a, bien souvent, jamais rencontré avant? Eh bien, la solution est brillante. Le système immunitaire ne s'embête pas à reconnaître chaque bactérie ou chaque virus individuellement. Non, il recherche des motifs moléculaires bien spécifiques, les PAMPS, qui sont partagés par de très larges groupes de microbes, mais qui sont totalement absents de nos propres cellules. C'est un peu comme si tous les ennemis portaient le même type d'uniforme, ce qui les rend hyper faciles à repérer. Et qui sont les gardes qui repèrent ces fameux uniformes? Ce sont des cellules qu'on appelle sentinelles, comme les macrophages, des cellules énormes, leur nom veut d'ailleurs dire gros mangeurs, qui patrouillent sans arrêt dans nos tissus. Sur le schéma, on voit bien que leurs récepteurs à la surface sont comme des mains qui palpent en permanence l'environnement à la recherche de ces PAMPs. Et dès qu'il y a contact, c'est l'alarme générale. Bon, l'alarme est déclenchée, maintenant il faut réagir, et vite. La phase qui suit, c'est une mobilisation massive. Le but, faire venir d'énormes renforts sur le lieu de l'infection. C'est ce qu'on appelle la réaction inflammatoire aiguë. Et ce qui est incroyable, c'est que les signes visibles de cette mobilisation, on les connaît depuis l'Antiquité. Un médecin romain du nom de Cels les avait déjà décrits. Chaleur, rougeur, gonflement et douleur. C'est ce qu'on appelle le fameux quadrilatère de Cels. En fait, ces symptômes ne sont pas la maladie en soi, mais bien le signe que notre corps est en train de se défendre activement. Alors quel est le lien entre l'alerte et ces symptômes? C'est une cascade d'événements. C'est super logique. Les cellules sentinelles, en s'activant, libèrent des messagers chimiques. Ces messagers vont provoquer la dilatation des vaisseaux sanguins juste à cet endroit. Plus de sang qui afflue, d'où la rougeur et la chaleur. Ces messagers rendent aussi les vaisseaux plus poreux, donc du liquide s'échappe dans les tissus, ce qui crée un œdème, le fameux gonflement. Et enfin, ce gonflement appuie sur les nerfs, ce qui génère la douleur. Chaque signe a son explication biologique. Le but de tout ça, créer une véritable autoroute pour les renforts. Cette image est juste fascinante. On y voit un leucocyte, c'est-à-dire un globule blanc, le soldat de base de notre armée intérieure, qui est en train de s'aplatir complètement pour se faufiler entre les cellules de la paroi d'un vaisseau sanguin. Ce phénomène incroyable, ça s'appelle la diapédèse. Les cellules sont littéralement guidées par les signaux chimiques qui sont émis depuis le lieu de l'infection, un peu comme un GPS chimique qui leur dit « Venez, c'est par ici ». Les renforts sont arrivés sur place, la bataille peut commencer. L'objectif est simple, trouver et détruire tous les envahisseurs. Et pour ça, nos cellules ont une arme redoutable. Cette arme, c'est la phagocytose. Le mot vient du grec phagine, qui veut dire manger, et kutos, la cellule. C'est donc littéralement la cellule qui mange. C'est le mécanisme principal d'élimination des microbes dans cette première réponse immunitaire. Regardez ça, c'est magnifique. Sur la photo de gauche, on voit un macrophage qui étend des bras, qu'on appelle des pseudopodes, pour littéralement gober des bactéries. Une fois la bactérie piégée à l'intérieur, dans une petite bulle, le phagosome, la cellule passe à l'attaque chimique. Et c'est ce que montre le graphique à droite. Le pH dans cette bulle chute brutalement. La cellule injecte des enzymes digestives, elle crée un milieu très acide pour dégrader et détruire complètement l'intrus. Ce schéma est un excellent résumé de tout ce qu'on vient de voir. On suit les étapes ensemble? 1. La bactérie entre. 2 et 3, les sentinelles sonnent l'alarme chimique. 4, les renforts arrivent en masse par diapédèse. Et 5, les microbes sont éliminés par phagocytose. C'est une réponse qui est parfaitement orchestrée, une véritable chorégraphie cellulaire. Bon, une bataille, même victorieuse, ça cause des dégâts. La réaction inflammatoire elle est tellement puissante que si elle dure trop longtemps, elle peut abîmer nos propres tissus. Il est donc absolument crucial que le système sache quand s'arrêter. Heureusement, l'organisme a ses propres mécanismes de régulation, des signaux anti-inflammatoires qui viennent calmer le jeu une fois que la menace est écartée. Mais parfois, cette réponse est un peu excessive ou trop douloureuse. C'est là que les médicaments anti-inflammatoires peuvent nous aider. Prenons l'aspirine par exemple. Comment elle agit?
Eh bien, elle va cibler d'une enzyme clé, la COX-2, qui fabrique des molécules appelées prostaglandines. Et ces prostaglandines, ce sont justement des médiateurs qui amplifient la douleur et l'inflammation. Donc, en bloquant leur production, l'aspirine donne un coup de pouce à nos mécanismes naturels de contrôle pour calmer la réaction. Et ça, typiquement, être capable de comprendre un mécanisme d'action comme celui de l'aspirine, c'est exactement le genre de raisonnement scientifique qui est attendu au baccalauréat. Face à des documents sur une molécule, il faut savoir extraire les bonnes informations et les mettre en relation pour expliquer comment elle interagit avec le fonctionnement de l'organisme. Allez, on fait le bilan. On a vu ensemble toute la réaction de l'immunité innée, de l'alerte jusqu'à sa résolution. Maintenant, on va résumer ses caractéristiques essentielles pour bien la définir. Il y a 4 points à retenir absolument. Premièrement, elle est immédiate, quasi instantanée. Deuxièmement, elle est non spécifique. Elle reconnaît des uniformes, mais pas des visages. Troisièmement, et ça c'est crucial, elle est sans mémoire. La prochaine fois qu'elle rencontrera le même microbe, elle réagira exactement de la même manière. Et enfin, c'est une immunité qui est très ancienne. Cet arbre du vivant, il est très parlant, on retrouve des mécanismes de l'immunité innée un peu partout, chez la mouche, chez les plantes, chez les vers. Ça nous montre que c'est une stratégie de défense qui est fondamentale, apparue très tôt dans l'histoire de la vie et qui a été conservée parce qu'elle est juste incroyablement efficace. Revenons donc une dernière fois à notre schéma bilan. Il illustre parfaitement la beauté de ce système. Une réponse immédiate, toujours la même, qui suffit dans l'immense majorité des cas à nous débarrasser des petites infections du quotidien sans même qu'on s'en rende compte. C'est notre gardien silencieux de tous les instants. Mais alors, une question se pose. Si cette immunité n'a pas de mémoire, comment on explique qu'on attrape la varicelle qu'une seule fois? Comment fonctionnent les vaccins? C'est parce qu'il existe une deuxième ligne de défense, bien plus lente à se mettre en place, mais beaucoup plus précise, et surtout dotée d'une mémoire redoutable. Et ça, ce sera le sujet de notre prochaine explication, l'immunité adaptative.